Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 5 de The Wrestling Rankings qui s'intéresse aujourd'hui à In Your House 2 de Lumberjacks, le pay-per-view qui va nous emmener du King of the Ring qui était le mois dernier au SummerSlam le mois prochain. Le contexte, c'est le même contexte qu'au King of the Ring, le champion du monde c'est toujours Big Daddy Cool Diesel, le champion intercontinental c'est Double J Jeff Jarrett et les champions par équipe sont Owen Hart et Yokozuna qui ont toujours les titres en main depuis WrestleMania. La carte du pay-per-view. Alors, comme les deux derniers pay-per-view, c'est-à-dire In Your House et In Your House 1 et le King of the Ring, le pay-per-view en lui-même fait 6 matchs, mais on regarde la vidéo Coliseum exclusive, donc on aura 8 combats diffusés et reviewés dans cet épisode. Alors, on aura aussi en plus des 6 combats une exclusivité dans le pay-per-view, puisque nous sommes à Nashville dans le Tennessee. Nashville, Tennessee, c'est la mère patrie de Double J Jeff Jarrett, et Double J Jeff Jarrett va nous gratifier de son premier single qui s'appelle With My Baby Tonight. Donc on verra si Double J, comme il le prétend, est le meilleur chanteur, en plus d'être le meilleur catcheur, la meilleure superstar du divertissement. Alors la carte, elle est très simple, on aura 3 matchs de championnat. Big Daddy Cool Diesel qui défend le titre intercontinental, le titre de champion du monde, pardon, contre Psycho Sid dans un Lumberjack match, d'où le titre du pay-per-view. Alors on verra lors de la présentation du match que c'est pas un Lumberjack match comme on l'entend maintenant. On aura aussi Double J Jeff Jarrett qui défendra en plus de faire sa chanson son titre intercontinental contre Shawn Michaels. Et Owen Hart et Yokozuna qui défendront les titres par équipe contre les Allied Powers, Lex Luger et le British Bulldog Davey Boy Smith. En plus de ces 3 combats-là, on avait dans le pay-per-view 3 combats hors titre. Le Roddy contre le One Two Three Kid, Man on a Mission, c'est-à-dire King Mabel et Sir Mo contre Razor Ramon et Savio Vega, et Bam Bam Bigelow contre Henry Godwin. En plus, dans le Coliseum vidéo exclusive, on a 2 combats. Bret Hart contre Jean-Pierre Lafitte, le pirate Jean-Pierre Lafitte, et l'Undertaker contre Kama dans un casquette match, un match du cercueil. Alors, le pay-per-view débute par le combat entre le Roddy et le One Two Three Kid. L'histoire derrière ce combat elle est très simple. Le One Two Three Kid à WrestleMania était dans le coin de Razor Ramon qui affrontait Jeff Jarrett pour le titre intercontinental et Jeff Jarrett avait dans son coin le Roddy. Le combat s'est terminé en disqualification, puis les 4 hommes se sont battus dans le ring. Évidemment, ça devait mener à un combat par équipe. Razor et le One Two Three Kid contre Jarrett et le Roddy au premier In Your House seulement. On en a parlé lors de la présentation d'In Your House 1. Le One Two Three Kid a subi une blessure à la nuque. On voit les images d'ailleurs dans le pay-per-view où le One Two Three Kid se prend une descente des avant-bras du Roddy depuis la 3ème corde et ça le blesse à la nuque. Tout ça c'est de la storyline en réalité. Le One Two Three Kid, de par son catch assez acrobatique, assez brutal, a tendance à se blesser régulièrement. Et donc du coup, Bret Hart, le One Two Three Kid a été blessé pendant quelques semaines et là il est de retour. On l'a vu au King of the Ring intervenir après le combat pour défendre le Razor Ramon et Savio Vega contre Man on a Mission. Et là il est de retour et il va affronter le Roddy. Le combat est plutôt sympa, c'est un combat de mid-card. Le One Two Three Kid, c'est pour ceux qui le connaissent à l'époque, il est encore plus acrobate qu'il ne l'est ensuite en tant que X-Pac ou Six à la WCW. C'est vraiment une boule de feu. Il est pas très musculaire, il est pas grand, il est pas musclé contrairement à ce qu'il sera en tant qu'X-Pac. Il sera un peu plus musclé en tant qu'X-Pac. Mais voilà, c'est une boule d'énergie, une boule de feu dans le ring. Le Roddy tient son rang, c'est un bon heel, il attaque la nuque du One Two Three Kid à plusieurs reprises. On est dans un très bon combat de mid-card. La fin du combat descend un tout petit peu la note, on va dire, parce que le Roddy va vouloir... Alors, le One Two Three Kid va tenter un move de la 3ème corde, le Roddy va l'empêcher de le faire, et on va partir sur un pile driver de la 3ème corde. Alors, évidemment, c'est hyper dangereux. Sauf que le Roddy, en fait, pour éviter tout danger, va en fait tout simplement soulever le One Two Three Kid de la 3ème corde et descendre des cordes pour le porter le pile driver dans le ring. Ça n'a aucun sens. Ça ne fait pas plus d'effet qu'un pile driver normal. Donc ça aurait pu, le finish est un peu tendancieux. Le Roddy s'impose, mais c'est un bon combat de mid-card. Le deuxième combat, on est dans le combat par équipe, Man on a Mission contre Razor Ramon Savio Vega. L'histoire elle est très simple. Au King of the Ring, Mabel est devenu le King of the Ring en battant Savio Vega en finale. Après le combat, Razor Ramon est venu s'occuper de Savio Vega, mais il a été confronté par Mo, qui l'a un peu insulté. Ramon a attaqué Mo, ce qui a fait que Mabel a attaqué Razor Ramon, et donc on en est dans ce combat par équipe. Le combat est un combat de Mabel, c'est-à-dire que c'est pas intéressant. C'est probablement... Alors, il y a eu pire King of the Ring que lui.
il faut l'admettre. Billy Gunn notamment était le pire King of the Ring de tous les temps, je pense. Mais voilà, le fait que Mabel soit le King of the Ring, c'est terrible. Quand Mo est dans le ring, c'est un peu plus intéressant parce que c'est un peu plus dynamique, mais sinon voilà, le combat est très mauvais. Mabel va remporter le match pour son équipe en portant un splash à Razor Ramon et voilà. Victoire de Man on a Mission. Le troisième combat, Bam Bam Bigelow contre Henry Godwin. Euh, on va dire, il n'y a pas vraiment d'histoire entre les deux, c'est juste que Henry Godwin, depuis quelques mois, Henry Godwin qui est le fermier du ring, en fait depuis quelques mois, Henry Godwin a été payé par la Million Dollar Corporation, de façon non officielle, hein. Il ne fait pas partie de la Million Dollar Corporation, mais il est payé par Ted DiBiase pour attaquer les gens qui l'embêtent. Et, on l'avait vu avant In Your House, il avait attaqué Big Daddy Cool Diesel avant le premier In Your House dans son match contre Psycho Sid, qui avait blessé Diesel au dos, permettant à Sid d'utiliser ça dans le combat. Là, il attaque Bam Bam Bigelow dans un combat où Bam Bam affronte Psycho Sid peu de temps avant, donc ça me donne un match. Voilà, c'est un combat qui n'a pas vraiment de grand intérêt. Henry Godwin n'est pas un grand catcheur. Bam Bam Bigelow, il est surtout connu pour être un big man assez agile et assez rapide, mais il faut qu'il ait des gens en face et il peut catcher de cette manière. Là, c'est pas le cas. Et donc, du coup, voilà, on se retrouve avec ce combat qui est pas mauvais, mais qui est pas non plus très très bon. Et le finish, là aussi, j'ai du mal à le comprendre. On protège Henry Godwin, entre guillemets, parce que le finish va voir Henry Godwin tenter de porter une descente du genou de la troisième corde. Bam Bam va esquiver. Henry Godwin va sembler se blesser au genou, et du coup, Bam Bam va juste gagner avec un roll-up. Alors que bon, voilà, je pense pas qu'Henry Godwin ait besoin de cette protection. Bam Bam aurait pu enchaîner avec son moonsault ou son diving headbutt sans problème. Mais voilà. Le quatrième combat, c'est le combat de championnat intercontinental. Shawn Michaels contre Jeff Jarrett. Alors on a eu entre le combat entre Bam Bam Bigelow et Henry Godwin et ce combat-là, on a la chanson de Jeff Jarrett qui est plutôt sympa. Hein, si vous l'avez jamais entendu, je vous invite à l'écouter. Plutôt sympa, With My Baby Tonight. C'est de la country à l'ancienne. C'est assez sympa. Ça s'écoute d'ailleurs en tout cas. Et donc Jeff Jarrett va tenter, après avoir convaincu les foules et Vince McMahon, qui était assez surpris en tant que commentateur de la performance de Jeff Jarrett, va tenter de montrer qu'il est aussi un très bon catcheur dans ce combat contre Shawn Michaels. Alors évidemment, quand on parle de Shawn Michaels en 95 et Jeff Jarrett en 95, on s'attend du bon niveau, puisque on l'a vu, hein, Jeff Jarrett, je vous l'ai dit dans les précédents pay-per-view, Jeff Jarrett dans ses combats contre Razor Ramon, c'était très intéressant. Et là, voilà, on a de nouveau un vraiment très bon combat. On n'est pas sur un banger absolu, mais c'est un très très bon combat. Et en plus, le finish est vachement sympa, et vachement intéressant. Puisqu'on va voir Jeff Jarrett qui va être pris à son propre jeu. Il va dire Roddy, chope-lui la jambe. Il va projeter Michaels dans les cordes. Michaels va se retourner. Et le Roddy qui va pas regarder, qui va être en train de faire le malin vers le public, va pas regarder, va choper la jambe de Jeff Jarrett. Ça va distraire Jarrett qui va se prendre un switch in music. Et Michaels devient pour la 3e fois champion intercontinental. Alors, on nous vend ça comme un record à l'époque. De mémoire, c'est pas le record, puisque Razor Ramon est déjà 3 fois champion intercontinental aussi à l'époque. Mais ça, c'est un peu du nitpicking. 5e combat. Owen Hart et Yokozuna contre les Allied Powers pour les titres par équipe. Pas trop d'histoire derrière ça. Les Allied Powers, Bulldog et Lex Luger font équipe depuis début janvier à peu près. Ils ont gagné plusieurs victoires et au final, là, ils méritent un match de championnat par équipe. Bon, c'est Owen Hart et Yokozuna en face. On sait que quand Owen Hart va être dans le ring, ça va être très bien. Quand Yokozuna va être dans le ring, ça va être très long. C'est ce qui va se passer là. Il va y avoir des échanges entre Owen Hart et le British Bulldog qui vont être excellents. Parce que ce sont deux très bons catcheurs qui se connaissent par cœur. Et ensuite, Yokozuna va venir dans le ring. J'aurais en temps normal dit que c'était un combat vraiment pas top, mais il y a deux choses qui m'ont plu dans ce combat, c'est les échanges entre Owen Hart et le British Bulldog, et c'est surtout la double souplesse arrière à la fin. Elle est monstrueuse. À la fin, en fait, Yokozuna va tenter de porter son splash dans le coin du ring sur Lex Luger. Lex Luger va esquiver, Yokozuna va donc se manger le coin du ring, et le Bulldog et Lex Luger vont arriver derrière Yokozuna et lui porter double back suplex. C'est monstrueux, c'est énormissime. Et vraiment, rien à dire là-dessus, c'est du haut niveau. Et du coup, ça met un peu plus de bémol. Là où j'avais mis un petit bémol sur Roddy 1-2-3 Kid parce qu'il y avait Spile Driver qui était un peu mauvais, là je mets un petit plus à ce combat, même s'il n'est pas excellent, parce que cette double souplesse, elle est monstrueuse.
Malheureusement pour les Allied Power, c'est pas ce qui va leur permettre de remporter le combat, puisque l'arbitre va faire sortir le Bulldog du ring, ce qui va permettre à Owen Hart de faire une descente du coude de la troisième corde sur Lex Luger. Ensuite, Owen va attaquer le Bulldog et Yokozuna va porter le leg drop sur Lex Luger pour remporter le combat et conserver les titres par équipe. Et on va passer au main event, Psycho Sid contre Big Daddy Cool Diesel dans un Lumberjack match pour le titre de la WWF. Alors, quand je disais au début de la retransmission que c'était pas le même type de Lumberjack match qu'on connaît maintenant, un Lumberjack match maintenant, c'est tout le roster qui est aux alentours du ring. Là, ce qui était différent, c'est que Big Daddy Cool Diesel a choisi 15 personnes et Psycho Sid et Ted DiBiase ont choisi 15 personnes pour, entre guillemets, les défendre. Et on va voir dans le combat assez drôle, une version assez drôle, c'est ça qui est différent, c'est que quand Psycho Sid va se retrouver à l'extérieur du ring, les babyface vont juste le rebalancer dans le ring pour l'empêcher de s'en aller. Ils vont pas du tout l'attaquer. Par contre, quand Diesel va se retrouver à l'extérieur du ring, là, tous les heels vont l'attaquer et lui porter des coups, etc. Le combat, voilà, c'est Diesel et Psycho Sid, faut pas s'attendre à du grand catch. Il y a un moment qui m'a quand même bien surpris et qui montre que Kevin Nash, Diesel à l'époque, était quand même un bon catcheur. Diesel va porter une sorte de topé slingshot plancha un peu mélangé sur les lumberjacks à l'extérieur du ring et attaquer tout le monde. Donc voilà, ensuite le combat va ralentir un petit peu, Diesel va se faire attaquer à l'extérieur du ring, etc. Il va notamment prendre un splash dans le coin par King Mabel, puis une leg drop, ce qui va nous amener sur la suite et le prochain pay-per-view, c'est-à-dire le SummerSlam. Par contre, ce qui m'a un petit peu surpris, c'est que du coup après ça, Sid va porter son chokeslam, puis son powerbomb. Il va tenter le compte 2-3 sur Diesel, Diesel va s'en sortir. Et Sid, au lieu de continuer à s'attaquer à Diesel, va carrément aller à l'extérieur du ring et attaquer les bûcherons babyface. Alors, j'ai envie de dire que ça ne fait aucun sens dans le menu du combat, mais en même temps, ça va dans son personnage. Son personnage, c'est Psycho Sid, c'est un mec qui est un peu foufou dans sa tête. Donc forcément, ça va un petit peu dans le lien du personnage. Donc ça, je peux à la rigueur ne pas trop le voir. Sid du coup va retourner dans le ring, Diesel va reprendre l'avantage et il va remporter le combat avec un Bigfoot. Ne me demandez pas pourquoi, je ne comprends pas non plus. Je pense qu'on peut protéger Sid en lui portant le jackknife, c'est quand même une grosse prise, mais voilà, apparemment il fallait protéger Sid et Sid va perdre avec juste un Bigfoot. Pas sûr que ça le protège vraiment. Après le combat, Diesel va vouloir s'attaquer à King Mabel, c'est pour ça que je vous dis que ça va nous emmener vers l'autre pay-per-view, puisque on le verra au SummerSlam, le main event, ce sera Big Daddy Cool Diesel contre King Mabel pour le titre de la WWF. On passe au Coliseum vidéo exclusive, Bret Hart contre Jean-Pierre Lafitte d'abord. Alors, pas d'histoire derrière ce combat. Jean-Pierre Lafitte, on nous annonce juste qu'il est invaincu. Alors Jean-Pierre Lafitte, si vous ne le connaissez pas, c'est l'ancien Québécois. Les Québécois, c'était une équipe de policiers canadiens, entre guillemets, au début des années 90. Et c'est l'ancien Québécois Pierre, qui va ensuite devenir quelqu'un qui est un peu plus connu si vous regardez un peu le catch, notamment les Indies et la TNA à l'heure actuelle, enfin, en tout cas jusqu'en fin d'année dernière, qui enfin en réalité s'appelle Pierre Carl Ouellet, et qui va s'appeler PCO, le fameux monstre de Frankenstein, là, qui a remporté le titre de la Ring of Honor et le titre digital à la TNA il y a quelques mois de ça. Alors Jean-Pierre Lafitte, c'est un big man, plutôt costaud, il fait à peu près, on n'est pas très loin des 300 pounds, mais en même temps il est très agile, et il porte notamment comme finish le Cannonball, c'est-à-dire une Swanton de la troisième corde. C'est un combat entre Jean-Pierre Lafitte et Bret Hart. C'est pas aussi bien que va l'être leur combat en pay-per-view à In Your House 3, parce que du coup, ils vont avoir un combat de pay-per-view à In Your House 3 dans 2 mois. Mais si on leur autorise à avoir un combat en pay-per-view, ça veut dire que c'est quand même un bon combat de Coliseum vidéo. Donc voilà. Et le dernier combat, on est sur un Undertaker Karma casquette match. La rivalité, vous la connaissez, je ne vais pas vous faire depuis le début. L'Undertaker est en rivalité avec la Million Dollar Corporation depuis les Survivor Series, puisque IRS était intervenu dans son casquette match contre Yokozuna. L'Undertaker compte à WrestleMania
devait affronter King Kong Bundy. Kama est intervenu à voler l'urne, il a fait fondre l'urne et il en a fait un collier. Et du coup, depuis quelques mois, il y a une rivalité entre les deux. Au King of the Ring, l'Undertaker aurait dû battre Mabel puisqu'il avait mis KO avec un chokeslam pour le compte de 3, sauf que Kama est intervenu, a frappé l'Undertaker, ce qui a permis à Mabel de remporter le combat et le King of the Ring ensuite. Et donc là, on est sur un casquette match. Voilà, c'est un match du cercueil, il n'y a pas vraiment de... voilà, on est toujours dans cette optique de l'Undertaker des années 90. Il n'a pas encore trouvé un vrai groove où, même contre Kane, il va faire des bons combats. Là, on est vraiment sur du petit combat. C'est un casquette match en plus, donc la stipulation, elle est un petit peu mauvaise. Kama, d'ailleurs, à un moment, va faire comme tous les heals dans les casquettes match. Il va faire le tomber sur l'Undertaker. Je ne sais pas pourquoi ils ont besoin de faire ça, mais c'est tout le temps le cas. Et au final, l'Undertaker va s'imposer en balançant Kama dans le cercueil avec un Bigfoot. Et c'est la soirée des Bigfoot. Voilà, donc on n'est pas sur un mauvais pay-per-view, loin de là. Mais on n'est pas non plus sur le meilleur pay-per-view pour moi de tous les temps. Shawn Michaels, Jeff Jarrett sauve plus ou moins la mise, je dirais. Je dirais que Shawn Michaels, Jeff Jarrett va sauver la mise de ce pay-per-view. On n'est pas sur un one match pay-per-view comme on peut en avoir d'autres, parce que le Roddy contre le One Two Three Kid, c'est un combat sympa. Le combat par équipe entre les alliés de Powers of Arthur Kozuna, il y a quelques moments assez sympas, et puis le Bret Hart Jean-Pierre Lafitte en Coliseum vidéo exclusive est intéressant, mais c'est pas non plus le meilleur pay-per-view de tous les temps, ça c'est certain. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo, l'épisode 6, qui sera consacré au SummerSlam 95, avec pas mal de combats dans ce SummerSlam, et en tout cas en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt et à ciao bon dimanche.